personne ne s'échappe. Pas de barreau, pas de gardien. Juste une règle absolue. Vous ne pouvez exister que maintenant. Pas hier, pas demain. Maintenant. Et maintenant. Et encore maintenant. Vous êtes un prisonnier temporel, condamné à glisser vers le futur à la vitesse invariable d'1 seconde par seconde. Aujourd'hui, on examine les barreaux de cette cage. Et on se demande, sont-ils aussi solides qu'on le croit ? 1905. Pendant que le monde s'agite autour de conventions sociales oubliables, un employé de bureau suisse commet un acte de vandalisme intellectuel. Il assassine le temps universel. Einstein démontre quelque chose d'obscène. Le temps n'est pas un métronome cosmique qui bat identiquement pour tous. C'est une substance malléable, élastique, qui se déforme sous l'influence de la vitesse et de la gravité. Le temps est relatif. Et cette relativité n'est pas philosophique. Elle est mesurable, testable, incontestable. Imaginez 2 jumeaux. L'un reste sur Terre. L'autre embarque dans un vaisseau spatial à haute vitesse. Quand le voyageur revient, il est plus jeune que son frère resté immobile. Non pas métaphoriquement, biologiquement, cellulairement. Les horloges atomiques de leur corps ont tourné à des rythmes différents. Ce n'est pas de la théorie, les astronautes le vivent. Sergueï Krikalev a passé 803 jours en orbite. Il est revenu 0,02 secondes plus jeune que s'il était resté au sol. 1/50 de seconde arraché au flux universel. Il a vu le futur. Le futur ressemblait à mardi. Mais voici ce que cette anecdote triviale révèle. Le temps n'est pas un absolu platonicien flottant au-dessus de la réalité. Il est tissé dans le tissu même de l'espace. Et ce qu'on peut tisser, on peut potentiellement le déchirer. Le voyage vers le futur n'est pas une question technique, c'est une question de volonté. Êtes-vous prêt à payer le prix de l'exil temporel ? À 90% de la vitesse de la lumière, votre année devient 2,3 années terrestres. Acceptable. À 99%, votre année vaut 7 des leurs. Inconfortable. À 99,9%, chaque année vécue vous propulse 22 ans en avant dans le futur terrestre. Ce n'est pas un voyage, c'est un suicide temporel déguisé en exploration. Vous montez dans ce vaisseau, vous partez 5 ans, vous revenez. 220 ans se sont écoulés. Votre mère est morte depuis 2 siècles. Vos amis sont de la poussière. Vos souvenirs sont devenus de l'archéologie. Vous n'êtes pas revenu dans le futur, vous êtes revenu en exil. Vous êtes un fantôme vivant dans un monde qui a oublié votre langue. Borges écrivait que le temps est la substance dont nous sommes faits. En voyageant ainsi, vous ne changez pas de lieu, vous changez de substance ontologique. Vous devenez fait d'un temps différent de celui qui entoure votre corps. Le seul obstacle technique, l'énergie. Pour accélérer un vaisseau habité à ces vitesses, il faudrait exploiter une puissance équivalente à tout ce que l'humanité a produit depuis qu'elle a découvert le feu. Et ensuite, il faudrait la produire encore une fois pour ralentir. Mais à part l'impossibilité pratique totale, c'est parfaitement théorique. Le futur est un pays accessible. Brutal, coûteux, irréversible, mais accessible. Le passé, lui, est le sanctuaire interdit. Et pourtant, les équations ne le condamnent pas formellement. Elles laissent une porte entr'ouverte, une fissure dans la loi. Et cette fissure devrait nous terrifier bien plus qu'une interdiction absolue. 1935. Einstein et Rosen découvrent une solution mathématique étrange dans leurs équations. Un pont. Un tunnel à travers la géométrie même de l'espace-temps. On l'appelle un trou de verre. Imaginez l'univers comme une tapisserie. Normalement, pour aller d'un point à un autre, vous suivez les fils. Mais si vous percez la tapisserie et cousez directement 2 points distants, vous créez un raccourci qui n'existe pas dans la géométrie normale de l'espace. Et voici le détail obscène. Si vous manipulez le temps différemment à chaque extrémité de ce tunnel, un côté vieillit plus vite que l'autre, vous ne créez pas seulement un pont spatial, vous créez un pont temporel. Une porte vers hier. Maintenant, les gardiens de cette porte. Ils sont 4 et chacun est une impossibilité déguisée en simple difficulté.
Premier gardien, l'existence. Personne n'a jamais observé de trous de verre naturels. Ils sont peut-être impossibles. Ou peut-être éphémères, comme des bulles quantiques qui éclatent avant qu'on puisse les voir. Deuxième gardien, la stabilité. Si les trous de verre existent, ils s'effondrent probablement en une fraction de nanoseconde. Maintenir un tunnel ouvert dans l'espace-temps, c'est comme essayer de creuser dans l'eau. Troisième gardien, la matière exotique. Pour maintenir un trou de verre ouvert, vous auriez besoin de matière à énergie négative. Pas faible énergie, négative. Une substance qui répulse la gravité au lieu de l'attirer. Un matériau qui viole possiblement les conditions énergétiques fondamentales de l'univers. Quatrième gardien, l'autodestruction. Même en résolvant tout cela, envoyer quoi que ce soit à travers le tunnel créerait une cascade de rétroaction qui le détruirait avant que l'objet n'atteigne l'autre côté. C'est de l'élégance mathématique. L'univers ne dit pas non. Il dit oui, mais, et vous donne une liste de conditions impossibles. C'est comme si la nature jouait avec nous. Mais imaginons l'impossible. Imaginons qu'un génie résout ces 4 impossibilités. Il reste alors à affronter quelque chose de bien plus terrifiant qu'un problème technique, un problème logique, fondamental. Vous construisez une machine. Vous retournez en 1950. Dans une rue de votre ville natale, vous croisez un jeune homme de 20 ans, votre grand-père. Par maladresse, appelons ça du destin malveillant, vous causez sa mort. Il ne rencontre jamais votre grand-mère, votre père ne naît pas, vous ne naissez pas. La machine n'est jamais construite, vous ne voyagez jamais. Votre grand-père survit, il rencontre votre grand-mère, votre père naît, vous naissez, vous construisez la machine, vous voyagez, vous le tuez. La causalité vient de former un cercle vicieux, une boucle sans point d'entrée ni de sortie. L'effet précède la cause qui précède l'effet. C'est une impossibilité logique plus profonde qu'une impossibilité physique. Face à ce suicide de la raison, les physiciens ont proposé 3 théologies différentes. Première théologie, la providence de Novikov. L'univers possède une intention, préserver la cohérence causale à tout prix. Vous voulez tuer votre grand-père ? Chaque tentative échoue. Votre arme s'enraye, vous glissez, une passante vous interrompt. Ce n'est pas de la malchance. L'univers entier s'organise pour que le passé reste identique à lui-même. C'est un déterminisme où le futur est déjà écrit dans le passé et où toute tentative de réécriture est un exercice futile. Vous n'avez jamais eu de libre arbitre. Vous étiez juste un personnage dans une histoire déjà racontée. Deuxième théologie, le multivers d'Everett. Chaque modification du passé ne détruit pas votre timeline, elle crée une branche parallèle. Un univers jumeau où ce nouveau passé existe. Dans cette réalité alternative, votre grand-père meurt. Mais votre univers d'origine continue, imperturbé, quelque part dans l'hyperespace des possibles. La beauté tragique ? Vous ne pouvez jamais rentrer chez vous. Chaque voyage vous exile dans une réalité où personne ne vous connaît vraiment. Vous devenez un éternel immigrant temporel, condamné à errer entre des versions de monde qui ne sont jamais tout à fait le vôtre. C'est l'immortalité comme malédiction. Troisième théologie, l'interdit primordial. Le voyage dans le passé est simplement impossible. Les lois de la physique, à un niveau qu'on ne comprend pas encore, contiennent une clause cachée qui l'interdit absolument. Cette solution a l'avantage philosophique d'éviter toutes les questions embarrassantes en refusant simplement d'y jouer. Alors, verdict final sur notre capacité à briser les chaînes du temps ? L'honnêteté intellectuelle exige 3 mots. Nous ne savons pas. Voici ce que nous savons. Le temps n'est pas un absolu. Il se dilate, se contracte, dépend de l'observateur. Le voyage vers le futur existe déjà, c'est juste obscènement impratique.
Avec une énergie infinie et une volonté suicidaire, on pourrait projeter quelqu'un des millénaires en avant. Le passé ? Les équations gardent un silence ambigu. Elles ne disent ni oui ni non. Elles murmurent « peut-être ». C'est comme avoir un théorème mathématique qui prouve qu'un dragon pourrait exister si seulement on trouvait du feu qui brûle sous l'eau. Stephen Hawking proposait un test empirique élégant. Il l'appelait la conjecture de protection chronologique. Son raisonnement ? Si le voyage temporel devient un jour possible, dans 500 ans, 5000 ans, à n'importe quel moment de l'histoire future de l'humanité, quelqu'un devrait forcément visiter notre époque. Des touristes temporels viendraient observer la construction des pyramides, rencontrer Newton, parier sur la Seconde Guerre mondiale avec des connaissances parfaites du futur, collectionner les premières éditions de Shakespeare directement à la source. Leur absence totale, cette salle d'attente vide de l'histoire où aucun visiteur du futur ne s'annonce, est une preuve étrange. Soit c'est impossible, soit quelque chose arrive à notre civilisation avant qu'on invente cette technologie. Soit ils sont là, mais parfaitement camouflés. Ou soit nous ne sommes simplement pas une destination touristique intéressante dans le grand catalogue temporel. Ce qui serait, il faut l'admettre, assez humiliant. Peut-être qu'un jour, quelqu'un regardera cette vidéo depuis un point impossible du temps et sourira de notre ignorance touchante. Ou peut-être que le voyage temporel restera à jamais un rêve mathématique, une possibilité théorique qui ne se matérialisera jamais. Et peut-être que c'est mieux ainsi, car si nous pouvions modifier le passé, nous serions condamnés à le perfectionner éternellement. Chaque correction créerait un nouveau regret. Chaque regret exigerait un nouveau voyage. Nous deviendrions prisonniers non plus du temps, mais de notre propre quête d'un passé parfait qui n'existe pas. Alors on continue, une seconde par seconde, sans retour en arrière, sans avance rapide, dans le seul sens disponible, vers l'inconnu. C'est lent, c'est irréversible, et paradoxalement, c'est peut-être la forme la plus honnête de voyage. Si cette réflexion vous a touché, laissez une trace, et dites-moi, si vous pouviez faire un voyage temporel, un seul, où iriez-vous ? Moi, j'irais à la fin, juste pour voir si l'histoire avait un sens. Rendez-vous dans une seconde. C'est le seul rendez-vous qu'aucun de nous ne manquera.